يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce lundi, on se retrouve comme chaque semaine, eh bien, on ira sur la compétition africaine. Le CRB qui réussit à ramener un point de son déplacement face au Real Madrid africain, le Ahli du Caire, 0-0. Et l'USMA d'Alger qui a quasiment composté son billet pour les quarts de finale en Coupe de la Confédération africaine de football. On reviendra dans les hauts et des bas sur les CAF Awards. Aucun Algérien nominé sur le cas Mahrez et l'USMA, l'injustice vécue par l'USMA d'Alger. Rappelons-le, Berkane faisait partie des nominés la saison dernière. Que s'est-il passé? Y a-t-il une pression autour des nominés? On en parlera au cours de cette émission. Et puis on parlera de l'équipe nationale. Eh bien oui, le compte à rebours a commencé. La Coupe d'Afrique des Nations se rapproche. La date du début de la compétition, ce sera le 13 janvier prochain. Et des blessés à quelques jours de cette compétition, disons 30 jours pratiquement, de cette compétition, eh bien, un entraîneur national devra faire avec. Aujourd'hui, on reçoit Mounir Debichi. Mounir Debichi, bonsoir. Je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, ou qui vous connaissent, que vous étiez secrétaire général de la Fédération algérienne de football, pratiquement pendant 2 années. Ça a été un voyage ou une période très tumultueuse. Et puis, on reviendra également, vous avez été à l'USMA d'Alger, je rappelle, dirigeant à l'USMA d'Alger. Sidi Ahmed Reddis, bonsoir. Bonsoir, Mahmoud Debour. On est ensemble pour débattre de tous ces sujets. Mounir Debichi, première question. Comment on sort après 2 années passées à la Fédération algérienne de football? Vous avez eu 2 présidents, M. Amara et M. Zebzef. D'abord, bonsoir, cher Mohamed et Sidi Ahmed, et chers amis téléspectateurs. Merci pour l'invitation. J'ai commencé à travailler à la Fédération 7 novembre 2021 sur... Mais je rappelle que vous étiez avant également à la Fédération, hein, parce que ce n'est pas votre premier passage. À l'époque de M. Labrawa. C'était la 3e fois. Voilà, 3e fois. J'ai fait un passage un peu rapide au niveau de l'arbitrage en tant que chef département entre 2010 et 2011, chef département au niveau de la commission d'arbitrage. Par la suite, directeur national d'arbitrage entre 2014 et 2016, et le dernier passage... secrétaire général. 2021. Comment on sort après 2 ans? Parce que ça n'a pas été 2 années, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, il faut le rappeler. Oui, c'était une période où il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup d'événements, beaucoup de période Covid. D'affaires à traiter. On sortait juste de la période Covid qui nous a touché pratiquement avec la Coupe arabe, juste après la Coupe arabe, et avec la Coupe d'Afrique. La CAN 2021 qui s'est jouée en 2022, qui a eu lieu au Cameroun. Donc, c'était sur demande de M. Sharaf Den Amara que je salue. Oui, mais comment on sort de cette période? Est-ce que c'est une période stressante, c'est une période... Ah oui, ça a été les montagnes russes avec des hauts et des bas. J'avais des journées avec 14 heures de travail qui ne suffisaient pas. C'est-à-dire je faisais parfois 14 heures de travail par jour et c'était pas suffisant tellement il y a beaucoup de charges, il y avait beaucoup d'événements. Surtout la 2e année, on préparait le CHAN 2022 et la Coupe d'Afrique 2023. Vous n'avez pas été également épargné à travers les critiques. Alors je vais commencer tout d'abord, parce qu'il y en a une toute récente. Alors vous avez été mis en cause par l'entraîneur des U17 comme étant un facteur bloquant, vous et l'ex-directeur technique national, dans le travail qui avait été mis en place. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous dites? D'abord... Vous avez été surpris ou pas d'avoir été mis en cause? Parce que vous n'êtes pas technicien, vous n'êtes pas directeur technique, vous êtes un administratif. J'ai été surpris par 2 choses. La première des choses, c'est le temps de ces déclarations, la période de cette déclaration. Pourquoi il fait ces déclarations 8 mois après la fin de la CAN U17? Pourquoi il n'avait pas fait ces déclarations au moment opportun? C'est-à-dire juste au moment où il préparait la CAN U17 ou juste après la CAN U17, après l'élimination de l'équipe nationale. Je vous dis que
tout ce qu'il avait dit était des mensonges. On va citer 2 ou 3 points les plus importants. Par exemple, il a dit qu'il avait joué aucun match amical préparatoire et le total, c'est qu'il avait disputé dans une période allant entre le mois de janvier 2022 au mois d'avril 2023, c'est-à-dire juste après la CAN, il avait disputé 20 rencontres amicales, dont le tournoi UNAF qui s'est joué en mars 2022. Ici à Alger. Ici à Alger. C'était la Confédération africaine de football à travers l'Union nord-africaine qui avait programmé... C'est sous forme de zone, voilà. Qui avait programmé ce tournoi dont l'objectif était de préparer les sélections nationales à des compétitions à venir. Et la deuxième compétition, c'était la Coupe arabe qui a eu lieu entre le mois d'août et le mois de septembre 2022. Et cette compétition, pour information, a été demandée, a été engagée pour l'organisation en Algérie lors de l'Assemblée générale de l'Union arabe en 2021 où M. Sharaf Del Amara était présent et représentait l'Algérie. Donc il y avait un calendrier de compétition. Vous avez donné les matchs, le nombre de matchs. Mais pourquoi? Vous l'avez dit, vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui. C'est pour masquer les résultats. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Bon, quelle lecture vous faites? Je considère que c'est une fuite de responsabilité. Fuite en avant. Quand on est responsable, quand on assume sa responsabilité entièrement, on doit faire le pour et le contre, on doit faire son bilan et tirer des leçons d'une participation. Donc, au lieu de prendre des leçons et dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a très bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas très bien fonctionné, malheureusement... Donc là, en gros, si c'est un échec, c'est d'abord de faire son autocritique et connaître par la suite les raisons de l'échec au lieu de... Ouais. Et je pense que les raisons de l'échec, elles sont plus techniques qu'administratives. C'est comme ça qu'on avance. Bien sûr. C'est comme ça qu'on avance. Le deuxième point, oui. ce qui nous a étonné, c'est qu'il a avancé que le secrétaire général en ma personne durant cette période et l'ancien directeur technique par intérim, M. Toufiq Qureshi, nous étions la cause de la fermeture de Bel'Abbas, du centre technique régional de Bel'Abbas. C'est vrai? Jamais de la vie. Juste après la Coupe arabe, avant la Coupe arabe, on a eu une discussion avec le sélectionneur pour essayer de ramener la sélection au lycée sportif de Dalalia, dans un endroit le plus proche. Pour essayer de faire rapprocher la sélection du lieu de compétition. Du centre pour des raisons organisationnelles et compétitives. Le sélectionneur avait donné son accord à cette époque-là. M. Toufiq Qureshi peut en témoigner. Donc, après la Coupe arabe, il y a eu un autre son de cloche. Notre discours. Le sélectionneur a refusé catégoriquement cette option. Et il a pris l'option du centre technique régional de Khmis Meliana. Donc c'est lui qui ne voulait pas aller Belbès. Il a fait un écrit, il m'avait envoyé un écrit à moi-même disant qu'il souhaitait d'aller sur le centre technique régional de Khmis Meliana et il avait demandé à ce qu'on revoie son staff. Donc il a fait un listing de staff, il a demandé à ce qu'on mette fin à certains membres de son staff. C'est pas ce qu'il a dit lors de son émission. Très bien, on va pas lui répondre parce que c'est pas sur cette émission qu'il a déclaré. Donc, vous apportez un démenti formel à ce qui a été dit. Moi ce qui m'intéressait de savoir, est-ce que vous étiez un facteur bloquant? Parce que vous êtes cité un peu partout, hein, vous êtes cité également. Je vous dis une chose, oui. Monsieur Qureshi peut en témoigner et Monsieur Biskili peut en témoigner. Et c'était en présence de presque les sélectionneurs qui étaient en place à l'époque. Tout ce qu'il avait demandé à la FAF, à la fédération, a été mis à sa disposition. A été mis à sa disposition pour la préparation de la CAN 17. Moi, je me souviens, Mamar, il y a un fait qui me revient. Je me souviens d'une certaine vidéo qui avait fait le buzz à l'époque où Reskerman, sélectionneur des U17 à cette époque-là,
avait demandé, c'était sur une autre chaîne de télé, où il avait dit qu'il n'avait pas beaucoup de matchs de préparation. Et par la suite, je ne sais pas ce qui s'était passé, lui-même avait fait un démenti et est allé faire le contraire de ce qu'il avait dit. Il avait apporté une contradiction à ce qu'il avait dit au départ. Moi, je vous dis, on a programmé 20 matchs amicaux. C'est vrai qu'à un certain moment, il y a eu des passages, 2 ou 3 mois, où on n'avait pas trouvé de sparring partner. À l'époque, je me souviens. Pour cette catégorie, les sélections, les fédérations ne pouvaient pas se rassembler. Dans le même temps, vous êtes cité également concernant l'entraîneur national des filles, M. Falid Benstiti. Alors, est-ce que également vous avez bloqué, vous l'avez également bloqué, Falid Benstiti, son salaire? Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, d'abord, on a dit que Falid Benstiti est en place depuis 1 année et demie. Oui, exact. Il a commencé en janvier dernier, non? Il a commencé en janvier 2023. Il a été installé officiellement lors de la réunion du bureau fédéral du 25 décembre 2022. Il a commencé ses fonctions en janvier 2023. Donc, ce n'est pas le cas, vous ne l'avez pas bloqué. Donc, ce n'était pas 1 année et demie, d'abord. Pour son cas, pour les salaires qui ont été évoqués, non perçus et évoqués, pour information, M. Falid Benstiti, que je salue et qu'on félicite à cette occasion par rapport à la qualification. Nous, on l'a fait la semaine dernière, donc on est tranquille. Même moi, j'ai eu un échange de messages avec lui. Je l'ai félicité, on a eu un échange de messages, donc ça a été fait. Mais à cette occasion, sur ces salaires. Sur ces salaires, M. Falid Benstiti avait demandé à ce qu'on lui assure un transfert de salaire sur son compte à l'étranger, sur son lieu de résidence à l'étranger. C'est-à-dire en devise, pas en dinar algérien. Exactement. C'est son droit absolu du moment qu'il est résident à l'étranger. Sauf que pour cette procédure, on doit suivre les... Ça prend 6-7 mois à peu près. Il y a une procédure des mesures et procédures administratives qui dépendent des autorités algériennes, plus précisément du ministère du Travail. Est-ce qu'il y a un certificat de travail qui est obligatoire pour M. Benstiti afin de lui verser ses salaires Bien sûr, c'est une procédure. C'est une procédure qui se fait au niveau de la main-d'œuvre étrangère. Ça prend 6-7 mois. D'où le retard. D'où ce retard. Ben voilà, comme ça, vous avez répondu. On a une meilleure visibilité. En revanche, par contre, là où il y a eu l'oubli d'enregistrer les filles sur les Jeux Olympiques. Alors, il a fait l'objet de pas mal de critiques, M. Debéchi. Donc aujourd'hui, Mounir, moi je voudrais vous poser la question directement. Est-ce que c'était un oubli de votre part? Parce que vous avez fait pratiquement la une des journaux nationaux. Et tout le monde s'en était pris à Mounir Debéchi, secrétaire général. Est-ce que vraiment c'était un oubli d'avoir inscrit les filles pour les qualifications au JO, rappelons-le? Je vous explique ce qui s'est passé. On va essayer d'aller plus rapidement parce qu'il faut qu'on avance. La première invitation a été faite en avril 2022. Si on se souvient bien, qu'est-ce qui s'est passé en avril 2022? C'était le départ du bureau actuel. Oui. Et c'était juste un mois après l'élimination de notre sélection nationale, la qualification de la CAN qui a eu lieu au Maroc. Donc, il n'y avait ni département, ni sélection. Dans l'enregistrement, il fallait mettre le nom du sélectionneur et le responsable football féminin, chose qu'on n'avait pas. À cette époque-là, il n'y avait pas de stratégie pour le football féminin. Donc, il n'y avait pas de bureau fédéral. On a eu une discussion, moi et M. Kourichi d'Étienne à l'époque. Et vous n'avez pas jugé utile d'inscrire... On pouvait pas, c'est-à-dire prendre une décision du fait qu'il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas une stratégie stable, fixe pour le football féminin. Par la suite, au mois de juillet 2022... Il y a eu un rappel. Il y a eu un rappel. C'est ce rappel que nous avons raté. D'accord. Moi j'ai pris acte de ce rappel. Juste après, je me rappelle, c'était quelques temps après, et en vérifiant, on a trouvé effectivement le rappel et j'ai fait une déclaration comme quoi je n'étais pas le seul à avoir reçu ce rappel, mais j'ai pris mes responsabilités et j'ai dit que j'endosse la responsabilité. Je suis responsable par rapport à l'oubli. C'était pas un oubli. Ah. On a raté la correspondance parce que
Le jour où on avait reçu la correspondance, c'était le jour où on devait recevoir Motsepe Alger. à Alger. D'accord. Donc, on Très était bien. Donc il faut étoffer votre. on était un peu préoccupés par cette visite surprise. Parce Il faut étoffer votre secrétariat. on a reçu l'information de recevoir le président Très bien. Motsepe à 2 jours 48 avant heures l'événement. Très bien. 48 heures avant Ça l'événement. nous permet de faire la transition avec l'événement consacré à la compétition africaine des clubs. Il y avait un match, 3e journée, un match important. C'était un tournant, il faut le dire, face au Ahli du Caire. Le CRB qui est resté sur une défaite surprise en terre ghanéenne face à Madeama du Ghana qui participait pour la première fois à la compétition. Comment allait se comporter le CRB face au Ahli? Le CRB revient avec un point. Compte rendu, Sid Ahmed Redis. Pour cette 3e journée de Champions League africaine, le Shabab de Belouizdad devait faire face aux champions en titre sur la pelouse du stade Borj Al Arab à Alexandrie. Un match qui s'annonçait difficile pour les joueurs du CRB et cela va se confirmer dès l'entame du match. Les Égyptiens sont rentrés directement dans le vif du sujet avec l'espoir d'ouvrir la marque très tôt dans cette partie. La première action est à mettre à l'actif de Kahraba qui frappe du gauche et Mboulhi détourne en corner. Le temps est donné. Les occasions se multiplient sur les buts de Raïs qui enchaînent les parades et les sauvetages. Si le Ahli n'arrive toujours pas à marquer, c'est en grande partie à cause du portier du Shabab et du manque d'efficacité des attaquants égyptiens. Par 2 fois, ils vont manquer l'opportunité d'ouvrir la marque. Une première de Kahraba et la deuxième, après un superbe double 1-2. Percy Tau perd son duel face au gardien algérien qui est l'homme de cette première période. Au retour des vestiaires, il y a du mieux dans le jeu du CRB et les joueurs ont su gérer les temps forts du Ahli qui est revenu à la charge encore une fois par ce petit diable de Persito qui trouve la barre transversale. C'est ensuite au tour de Mboulhi de sortir de ses buts pour dégager le ballon tel un libéraux qui couvre sa défense. L'orage est passé et Bossof aurait même pu offrir les 3 points à son équipe. Suite à un excellent travail de Méziane sur le côté gauche qui sert son numéro 10 mais son tir trouve la barre transversale de Chenaoui. Le match se terminera sur ce score nul et vierge. Le Shabab a réussi à empocher un précieux point. Ce résultat permettra aux Rouges et Blancs de rester en course et de garder leur chance de qualification intacte. Alors avant de se tourner vers notre invité, tout d'abord on va écouter Paqueta sur cette rencontre. Match today, I think the players, it's very good discipline tactic. C'était un bon match aujourd'hui, les joueurs étaient bien en place et très disciplinés sur le plan tactique, ils ont tenu bon en première mi-temps. Vous savez, jouer ici, ce n'est jamais simple. Il faut dire aussi que la pelouse n'était pas en très bon état, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire circuler le ballon, mais en seconde période, nous étions meilleurs, nous avons eu plus de maîtrise et on s'est même créé une belle occasion de marquer. Mais c'est le football, le plus important, c'est de prendre un point ici face au Ahli. C'est une très bonne chose pour rester proche de la première place. Alors cette information, je rappelle que la semaine prochaine, dans 15 jours, il y a le match en principe, il y a la 4e journée qui est programmée. Le CRB jouera cette 4e journée si le Ahli ne se qualifie pas à la Coupe du Monde des clubs ou est éliminé dès son entame de compétition. En revanche, si le Ahli se qualifie, eh bien le CRB jouera la 4e journée au mois de février prochain. Ça concerne le CRB. Alors je vais me tourner vers vous, Monsieur Debéchy. Question, cette équipe du CRB, elle présente 2 visages. Alors on l'a vu lors de la 2e journée face à Madeama, largement dépassée durant les 90 minutes. Et là, on a vu une équipe du CRB qui a montré eh bien, discipliné tactiquement, des joueurs qui ont su élever leur niveau de jeu face au Ahli du Caire. Comment vous expliquez une équipe à 2 visages? Je pense que c'est... Vous avez suivi les 2 matchs, je suppose. Oui. Je pense que la raison, c'est que le staff technique a été récemment installé. Je parle de l'entraîneur en chef, Paqueta, et malgré qu'il a eu un passage par le passé, donc il connaît l'environnement. Oui, mais l'effectif a changé. Hein. L'effectif a changé, exactement. Donc je pense qu'à moins d'1 mois, il est toujours en train de chercher son effectif, ses repères, les éléments, c'est-à-dire sur lesquels il doit compter. Et c'est le 2e paramètre, c'est 2 rencontres à l'extérieur. Quand on joue à l'extérieur en Afrique,
Entre Les le données, Ghana les et données le changent, Caire, l'environnement change. différent. Donc, le premier match, c'est des conditions complètement différentes du Taux match. d'humidité élevé, chaleur, les joueurs ont eu des difficultés physiquement. On l'a vu. Le terrain Ils pas se sont facile, écroulés sur terrain la pas deuxième facile, mi-temps. lourd. Donc, je pense que le plus important, c'est que contre le Ahly, l'équipe s'est ressaisie, elle a ramené un excellent résultat. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est Il faudra le confirmer. Hein. ils doivent assurer les 2 matchs à domicile. Ils doivent Le assurer, parce Ahly Madeama. Alors, Il faut capitaliser à domicile. merci Raïs Mboulhi sur la première mi-temps. Franchement, Ouais. merci beaucoup, Mahmoud, parce que j'allais tout de suite en parler. Vous avez parlé d'un CRB à 2 visages. J'allais dire merci à Raïs Wahab Mboulhi sur la première mi-temps, parce que si ce n'était Mboulhi, le CRB aurait pris 3-4 buts et personne n'aurait crié au scandale. Il a été décisif. Il a été vraiment décisif et il a de l'envergure, il est rassurant, il fait peur aux adversaires. Beaucoup, quand on le voit en manque de compétition, moi je me souviens à chaque fois qu'il était sans club, qu'il était pas compétitif et qu'il venait en équipe nationale, et ben il sortait de grands matchs. Ça c'est toute la qualité de Raïs Wahab Mboulhi. Sur ce match, vraiment le CRB peut remercier Mboulhi. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est la lecture du match par Paqueta. Il y a un gouffre entre ce que faisait, je me permets la comparaison, entre ce que faisait le Cookie dans la lecture du jeu et Paqueta. Alors Paqueta, lui, justement, puisque vous parlez de ça, en deuxième mi-temps, il décide de faire entrer un 4e attaquant. Ouais. Ça a déstabilisé pour vous Bien sûr. le Ahly? Et il a tout de suite trouvé la faille au milieu de terrain avec Selmi et Boras. Boras qui a apporté beaucoup quand il est rentré. Il a un gros volume de jeu. Et c'est cette lecture de jeu qui a fait que Paqueta trouve les solutions par la suite. Il y a eu un rééquilibrage au milieu de terrain. Et c'est tout le bloc du CRB qui a respiré, on va dire, qui s'est retrouvé, qui a retrouvé de l'aisance. Ils arrivaient à tenir le ballon. Ils auraient même pu, on va dire, l'orage était passé en première mi-temps. En seconde période, ils auraient même pu espérer ramener les 3 points sur cette dernière action, si ce n'était la barre transversale. Mais j'aime beaucoup cette façon de voir les choses de Paqueta et les changements qu'il a apportés. J'espère qu'il arrivera à trouver l'équilibre nécessaire et cette osmose qui fera que le CRB pourrait aller loin en Champions League. Dans la compétition, Regan, vous partagez Paqueta? Comment? Pardon? Concernant Paqueta, qu'est-ce que vous dites? Moi, je garde en mémoire ce qu'il avait fait il y a Le titre de champion. 2 ans. Il y a 2 ans, l'excellent parcours qu'il a eu Et ça jouait 2 bien ans. aussi. Et c'est dommage parce que s'il a été gardé il y a 2 ans, ça aurait été très bénéfique. Une autre pour- trajectoire. Ça aurait Mais été ça, on ne le très saura jamais. Ouais. Ça, on le saura. C'est ça. C'est pour nous, c'est-à-dire pour notre football, pour le football algérien, ça doit être des leçons pour nous. Exactement. que- La stabilité doit primer. Alors, C'est ce qui fait défaut, parfois. On enchaîne, on l'a dit. Le CRB, qui, je le rappelle, dans ce groupe, occupe la 2e place avec 4 points, en compagnie de Madeama, puisque Madeama a fait match nul en déplacement contre Young Africans. 1 but partout entre les 2 équipes. C'est l'Ahly qui domine le groupe avec 5 points. Et puis on retrouve à la dernière place Young Africans avec 2 seulement 2 points. On enchaîne sur la Coupe de la Confédération africaine de football. Le détenteur du trophée, l'USMA d'Alger, 3e match, cette fois-ci face aux Égyptiens de Futur. Il fallait acter le résultat précédent et la victoire enregistrée en terre sud-africaine. C'est ce qu'ont réussi les Usmistes. Sid Ahmed Redis. Dans une ambiance des grands soirs pour le compte de la 3e journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF, les supporters usmistes ont répondu présents au stade du 5 juillet à Alger pour soutenir leur équipe en déployant un magnifique tifo. Les champions d'Afrique en titre n'ont pas raté l'occasion de jouer à domicile face aux représentants égyptiens Future FC dans le but de prendre la tête du groupe. Les Rouges et Noirs vont exercer une pression sur les buts adverses dès le coup d'envoi et à peine 2 minutes de jeu. Kano a l'occasion d'inscrire le premier but, mais sa frappe est trop molle pour inquiéter le portier Mahmoud. Quelques minutes plus tard, Deheri a failli ouvrir la marque d'un superbe retourné acrobatique. Les Usmistes dominent ce début de rencontre. Les occasions se multiplient. Benzaza d'abord sur coup franc. Puis c'est au tour de Alilet de trouver la barre transversale. Le public pousse son équipe, mais les Égyptiens résistent.
Juste avant la pause, 2 grosses occasions encore pour les Usmistes. Une première fois sur une belle combinaison, Benzaza pour Belkacemi en retrait. Ce dernier trouve le poteau. Les Égyptiens sont au bord du chaos. 1 minute plus tard, Orebonier d'un joli tir croisé a failli trouver le chemin des filets. Au retour des vestiaires, on repart sur les mêmes bases. Les Usmistes toujours dominateurs, mais attention à la réaction du Future FC. Ben Bot sauve les siens à l'heure de jeu. Les hommes de Garrido ont senti le danger et vont être récompensés à la 65e minute de jeu. Alilat lance Kanou dans la profondeur, il prend le dessus sur les défenseurs et trompe Mahmoud d'un joli tir croisé à ras de terre qui termine dans le petit filet, délivrant tout un stade. Suite à cette victoire, l'USMA occupe seul la première place de son groupe et se rapproche encore plus d'une qualification en quart de finale. Eh bien voilà, après cette victoire, on va écouter l'entraîneur espagnol Garrido. Je pense que ça c'est le football. Je pense que l'équipe a travaillé très bien. Normalement, la première mi-temps, c'est un première mi-temps très bien joué. Je pense que l'équipe a fait un très bon première mi-temps. Et normalement, dans les matchs, toujours il y a des occasions. Je pense que c'est presque impossible que toutes les occasions de but sont buts. Alors, ça c'est le travail des attaquants. Les attaquants doivent faire 3, 4, 5 chances de but. Et il fait un but et ce but, c'est le but de match. Alors, pour moi, ça c'est normal dans le football. Alors, c'est normal que l'équipe a bien travaillé la première mi-temps et le but arrive à la deuxième mi-temps parce que normalement, les matchs, la première mi-temps, c'est plus serré, il y a plus capacité physique, l'équipe adversaire s'est plus concentrée dans la position défensive et la deuxième mi-temps, il y a un peu plus d'espace. Alors, je pense que nous devons donner la félicitation à toute l'équipe. Toute l'équipe, je pense, qu'a fait un bon match. 9 points sur 9 possibles pour l'USMA d'Alger qui occupe la première place du groupe et une équipe de l'USMA d'Alger qui n'a besoin que d'un seul point pour acter sa qualification pour les quarts de finale. Garrido a fait beaucoup de bien à l'USMA d'Alger. On le voit, une équipe beaucoup plus libérée, une équipe qui gagne, une équipe qui a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Garrido, alors qu'elle restait en championnat sur 4 défaites et seulement 2 victoires. Oui. Il y a un effet Garrido ? Oui. Depuis son arrivée, on voit un effet, l'équipe retrouve son jeu, sa volonté à jouer. Et c'est une bonne chose. Ils ont assuré l'essentiel durant ces 3 dernières Mais compétitions. au-delà du résultat, dans le jeu, sur ce match-là, je vois... Parce qu'en football, c'est qu'ils se créent des occasions, les Usmistes. Ils ont des occasions. Bon, ils ne marquent pas, mais ils ont eu des occasions. Donc ça veut dire que ça joue du côté de l'USMA d'Alger. On les sent beaucoup plus libérés, les joueurs. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas ? Enfin, je crois que les rencontres, surtout les rencontres du championnat où ils ont fait un faux pas, c'était un passage à vide. Là, ils sont en train de faire du jeu, de produire du beau jeu. Et je crois que ce qui a été raté, c'est du passé. Oui, mais la confiance, c'est important pour le footballeur. On le saura très vite parce que l'USMA jouera face à l'Al-Bayed en championnat. Ouais. Donc il va falloir tout de suite se remettre dans le bain du championnat national. Et je pense que cette Coupe de la CAF a fait du bien à l'USMA. Le fait d'avoir fait Elle les a relancés ? Bien sûr. Le fait d'avoir fait une coupure du championnat et de se mettre au diapason de cette Coupe de la CAF, tout de suite, il y a eu une régénérance partielle, peut-être, mais elle est là, il y a de la confiance, ils ont engrangé beaucoup de confiance suite aux victoires et aux résultats positifs. Ils ont gagné en Afrique du Sud, ils ont gagné contre Futur, ils ont gagné le premier match contre le Hilal. 3 sur 3, donc ça donne beaucoup de confiance à ces joueurs de l'USMA, qui étaient, comme a dit Mounir, c'est un passage à vide qui a un peu trop duré parce que de se remettre de 2 titres gagnés comme ça successivement, aller se projeter sur le championnat national, c'est pas évident. Mais là, tout de suite, il va falloir regagner des points dans le championnat parce que... Pourquoi je parle d'effet Garrido ? Parce qu'il y a des images qui ne trompent pas. Oui, il y a des joueurs qui marquent, qui vont vers lui. Quand les joueurs vont vers l'entraîneur, bien sûr. C'est une manière de le remercier. C'est-à-dire, il y a la confiance. Voilà, on joue pour... Il y a la confiance. On donne tout pour l'entraîneur. C'est-à-dire, il y a cette confiance, il y a cette osmose. C'est pour ça que je dis, il y a un effet Garrido. Oui. Ça veut dire qu'il y a une bonne relation entre le coach et... Exactement, ça vit bien dans le vestiaire. Et ses joueurs, et ce qui donne plus de force
à l'équipe et à cette équation. Je vous pose la question, est-ce que pour un joueur sur la compétition africaine, il gagne, il y a la confiance qui est là, 9 points sur 9 possibles, après se retremper dans le quotidien, le championnat national comme ça, le passage. Est-ce que c'est simple ou c'est compliqué? Je vous pose la question. Non, mais là, je pense que pour l'USMA, ça va être simple. Parce oui, parce qu'ils étaient sur une mauvaise passe, sur une courbe vraiment descendante. Il y a eu de mauvais résultats en championnat. Mais là, le fait d'avoir fait une coupure du championnat et ne pas avoir joué pendant peut-être 3 semaines, il y a 3 matchs en retard. Ils ont 3 matchs de retard. Voilà, 3 matchs de retard comme le pour CRB. l'USMA. Donc là, je pense qu'avec cette confiance engrangée en Coupe de la CAF, ça va leur faire du bien en championnat. C'est pour ça que je dis verdict face à Al-Bayed dans quelques jours. Cette équipe l'USMA également, l'entraîneur a relancé des joueurs. Oui. On voit qu'il y a des joueurs qui sont complètement relancés. Oui. Je pense à Lamara, par exemple. Oui, qui a joué, qui a fait un bout de match. Il y a aussi Ait El Hadj qui revient. Même si Ait El Hadj, c'est un gros problème. Ait El Hadj. Il a joué hier. Il a joué un bon match. Hier, il a joué. Mais il y a toute une pression autour d'Ait El Hadj. À travers, je ne sais pas pourquoi, beaucoup s'expriment sur le cas Ait El Hadj. De toute façon, il n'a pas le choix, Ammar, parce que quand on joue une compétition continentale, soit on prend l'option de jouer un match en championnat local et un match en compétition continentale, ça fait 2 matchs par semaine, soit on donne la priorité à la compétition continentale et on laisse les matchs du championnat en attente. Chose qui se fait actuellement. Mais par la suite, mais c'est pas bon. Ils vont faire un marathon, une succession de matchs. Voilà. Dans ce cas-là, l'entraîneur aura besoin d'utiliser, de faire tourner tout son effectif. La saison est longue. Vous restez avec nous. Courte page pub et on revient. Voilà donc pour la compétition africaine. Je rappelle que l'USMA d'Alger jouera pour le compte de la 4e journée, ce qui n'est pas le cas encore pour le CRB. Tout dépendra du résultat du Ahli du Caire en Coupe du Monde des clubs. Je rappelle que l'Ahli a remporté la Champions League africaine. Et c'est à ce titre-là que l'Ahli représente le continent sur cette compétition. Allez, on enchaîne sur des hauts et des bas. Les CAF Awards, tant attendus. Aucun Algérien... Si, au niveau des... Shortlist. La shortlist. On connaissait, mais on attendait Mahrez, point de Mahrez. On attendait l'USMA d'Alger, point de l'USMA d'Alger. Benchicha faisait partie des nominés. On attendait Belhaïd sur un joueur local, point de joueur de l'USMA d'Alger également sur cette liste des joueurs locaux. Donc, en d'autres termes, parmi les entraîneurs également, il y avait Benchicha qui était nominé. Il était en compétition avec Regragui, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Alors, on a les nominés, on va d'ailleurs les avoir à l'image, avec, on attendait Osimhen, qui a été élu meilleur joueur africain. Au-delà de Osimhen, Mamar, moi, ce que je voudrais, sur cette cérémonie qui vient de se terminer. On a les images, on va les avoir. Qui vient de se terminer. Il y a beaucoup d'anomalies aujourd'hui au niveau de la CAF. Et pourquoi je dis ça? Si on doit parler sur les différents secteurs de nomination, donc ça, c'est les lauréats qu'on a. Oui, ça c'est tous les lauréats. D'ailleurs, rappelons que Osimhen a été élu meilleur joueur, Regragui meilleur entraîneur, Bono meilleur gardien et Ahli meilleur club, le Maroc meilleure nation africaine. Donc, je pense qu'au-delà de ça, si on venait à parler d'anomalies... La question pour nous, c'est Mahrez parmi les meilleurs nominés parmi les meilleurs joueurs. La question, c'est la CAF a-t-elle oublié les Algériens? Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il y a l'USMA. Je ne comprends pas. Berkane, l'année dernière, avait été retenu. Dans le même cas de figure. Même cas de figure. Et pas l'USMA d'Alger. Exactement. Ammar Sid Ahmed, oui. Pour information, ces choix ont été faits sur la base d'un vote. Oui. Donc ça reste subjectif. Très subjectif, mais après, c'est pas des choix sur des données techniques. Oui, oui. C'est un vote, donc il y a de la subjectivité, il y a un peu des sentiments. Moi, je suis algérien, je vote automatiquement sur l'Algérien. Celui qui est de notre nation. On va être logique. C'est vrai que c'est subjectif sur les nominations, mais on va être logique. Soyons un peu logiques. L'USMA d'Alger, comme l'a dit Mahammar, il y avait le cas Berkane l'année dernière. Dans le même cas de figure, Berkane avait gagné la CAF et avait gagné la Supercoupe.
Cette année-là, l'USMA d'Alger, Fait la même 2 chose. titres La africains, même 2 chose. titres continentaux. Je ne vois pas pourquoi le Wydad de Casablanca figurait dans cette liste et pas l'USMA. Le Wydad n'a rien gagné du tout. Et ils sont en très mauvaise passe en Champions League. Mamelody Sundowns, je peux comprendre, il gagne l'African Super League dernièrement. Le Ahly gagne la Champions League, c'est justifié. Mais l'USMA doit figurer sur cette liste. Je suis désolé, l'USMA qui a battu le Ahly, qui est club de l'année. Donc, je ne comprends pas, c'est vraiment une politique à ne pas comprendre. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, il y a beaucoup d'anomalies. Pourquoi je dis beaucoup d'anomalies? Parce qu'aujourd'hui, la CAF ouvre la porte à beaucoup de spéculations. Pourquoi je dis ça? Bono est le meilleur gardien. Il est marocain, d'accord. Il a fait une superbe Coupe du Monde, demi-finaliste. Dans le même temps, l'équipe type de la CAF de l'année, on retrouve Onana dans les buts. C'est pas logique. Soyons un peu sérieux. S'il est meilleur gardien, c'est lui qui doit figurer dans l'équipe type. Justement, on va écouter sur la question de l'USMA d'Alger, un spécialiste du foot africain. C'est Patrick Julliard, qui est journaliste au site Afrique 365, et c'est un spécialiste du football africain sur le fait que l'USMA d'Alger n'ait pas été récompensé ou ne soit pas nominé plutôt. L'absence de l'USM Alger est une anomalie incontestable. Le club a remporté 2 compétitions de la CAF, la Coupe de la Confédération et la Supercoupe, et aurait donc dû logiquement faire partie des 3 finalistes. Je pense que dans l'esprit des jurés, on a privilégié le prestige du Wydad Casablanca, le fait que cette équipe ait joué 2 finales de 2 compétitions peut-être plus prestigieuses, mais jouer 2 finales, c'est moins bien que de gagner 2 trophées. Et puis, ça montre peut-être aussi que les jurés ne regardent pas beaucoup les matchs de près, parce que depuis plusieurs mois, le Wydad Casablanca est plutôt en crise dans les compétitions interclubs, change souvent d'entraîneur et a très mal commencé la phase de poule de la Ligue des Champions. Contrairement à Mayele, Chaloulil ou Persitao, les joueurs de l'USM Alger n'apparaissent pratiquement pas en équipe nationale, et donc ils bénéficient pas de la double exposition dans l'esprit des jurés. Voilà. Patrick Julliard, vous rejoignez sur cette question-là. Les jurés ne regardent pas de près, il me semble, les matchs. Ouais. Concernant l'USMA d'Alger, c'est vraiment une injustice. On met le Wydad, vous l'avez dit, mais le Wydad, 2 fois, ils n'ont rien fait. Le Wydad, ils n'ont rien gagné. De figurer dans cette liste. Et encore une fois, Bled a fait une superbe campagne en Coupe de la CAF. Il a été décisif, il a marqué des buts, il est international. C'est vrai qu'il y a cette double exposition, le fait d'être international, d'être en promotion à chaque fois avec les sélections et en club. Mais pour moi, Bled doit figurer sur cette liste de joueurs locaux. Qu'est-ce que vous dites? Partagez ou moi, je pense que la CAF, avec cette anomalie, avec ces résultats qui sont inacceptables, elle doit revoir ses critères. D'ailleurs, l'Algérie, la fédération a refusé d'assister à la cérémonie. Oui, ils ont boycotté. C'est une décision très claire, très logique. Ben Chikha également n'a pas assisté, ça il faut le souligner. Ouais. Je ne l'avais pas dit au tout début. Alors, on a posé la question, vous avez posé la question également à Patrick Julliard sur le cas Mahrez, qui n'est pas nominé alors qu'il a gagné la Champions League européenne, il a gagné la Première Ligue, il a gagné la Coupe, il a tout gagné cette saison, Mahrez. Il ne figure pas parmi les nominés. Effectivement, Riyad Mahrez, sur le plan du palmarès, il est le joueur africain peut-être le plus couronné de l'année, mais à mon avis, il paye 2 choses. Il paye d'abord le fait que lors de la campagne de Ligue des Champions, il n'était que rarement titulaire. Guardiola avait plutôt choisi d'autres options, notamment Bernardo Silva et Grealish sur les côtés. Et il paye aussi le fait d'être parti cet été en Arabie Saoudite, ce qui fait qu'en fait, il est jugé sur une demi-saison, puisque bon, le championnat saoudien n'est pas très suivi et de toute façon n'est pas d'un niveau très élevé par rapport au championnat dans lequel évoluent ses concurrents. Osimhen, bon, ça, je pense que personne ne contestera sa présence. Et Hakimi, il est choisi parce que c'est sans doute le joueur peut-être le plus charismatique ou le plus connu de l'équipe du Maroc. Et puis Mohamed Salah, c'est une star planétaire et c'est surtout un joueur extrêmement régulier dans les stats et qui marque beaucoup de buts même quand son club va moins bien. Donc ça joue en sa faveur. Et puis, si on prend les statistiques récentes du joueur en équipe nationale, elles sont plus prolifiques que celles de Riyad Mahrez ces derniers mois. Bon, de toute façon, je pense que Osimhen a beaucoup d'avance et va remporter le trophée. Alors, c'est vrai que quand on regarde
Patrick Juillard, il analyse très bien la chose. Mais vraiment, il y a une chose, même. Oui. Il dit, il paye le fait, on va dire, loin de l'Europe, loin de l'or, mais franchement, moi, je pense que ce qui paye... C'est une lecture, c'est une lecture. Oui, c'est une lecture. Ce qui paye réellement Riyad Mahrez, c'est le fait d'être algérien. Aussi simple que ça. Hakimi n'a pas disons, sa place. C'est sa place de demi-finaliste. Non, mais il le dit clairement, Patrick Juillard le dit, il est peut-être le joueur le plus charismatique de cette équipe du Maroc. Moi, j'ai jamais vu un latéral droit figurer dans les meilleurs joueurs du monde. Même Dani Alves ne l'était pas. Hakimi, c'est tout petit face à Dani Alves. Et il fait une saison mi-figue, mi-raisin avec le PSG. Il gagne que la Ligue 1. Il ne se qualifie pas en Champions League, alors que Riyad Mahrez a tout gagné. Soyons logiques et soyons sincères. Non, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je pense et je pose la question, les jurés peut-être ne regardent pas, ou la manière... Ne privilégient pas... Non, on privilégie peut-être les joueurs qui sont en Europe, les professionnels, en se basant, en regardant les stats. Bon, parce que c'est vrai qu'en termes de temps de jeu, Riyad Mahrez, sur la Champions League, sur la fin de la Champions League, il n'a pas beaucoup joué, oui, mais il a gagné. Il a gagné les titres et il est décisif avec son club. C'est vrai que Mo Salah, on peut pas... Mo Salah, il est décisif en sélection avec Liverpool. Osimhen, il mène son équipe pour la première fois, et c'est historique pour Napoli, en quart de finale. Donc en demi-finale. Demi-finale face au Milan AC. Face au Milan AC, ils avaient été éliminés, merci de le rappeler. Et dans le même temps, en Italie, il brille comme buteur. Et je pense, je ne sais pas si vous partagez, quand Patrick Juillard dit, peut-être également que Mahrez paye actuellement son rendement, la baisse du rendement avec l'équipe nationale. Je ne sais pas si on joue juste sur l'équipe nationale d'Algérie. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Je vais laisser Mounir répondre à cette question. Qu'est-ce que vous dites, Mounir ? Pour moi, ça reste une justification subjective. Peut-être qu'il est en train d'expliquer son choix, mais il ne peut pas expliquer le choix des autres votants. Ah non, mais il n'a pas voté. Moi, j'ai été votant. J'ai reçu la correspondance. Ah, comment ça se passe ? Sur quels paramètres ? Il y a des paramètres ? Alors, il y a la commission technique d'abord qui choisit les 5 nominés. Ah, bah, très bien, vous allez nous expliquer ça, il fallait nous dire. Il y a eu 5 nominés. Par la suite, on choisit le panel des votants pour chaque catégorie. Moi, j'ai voté pour le meilleur entraîneur, le meilleur joueur et la meilleure équipe pour les clubs. Mais quand vous avez voté, sur quoi vous vous êtes basé ? Vous, quand vous avez décidé de voter pour une équipe ? Sur la participation dans les différentes compétitions et la performance. Vous regardez les stats de près ? Oui, bien sûr. Vous avez regardé les stats des joueurs Bien sûr. On nous demande de prendre en considération la prestation et la performance réalisée sur l'année. Les titres, ça compte également ? Bien sûr. Quand vous nous donnez ces paramètres-là, Mahrez, moi je dis, il doit y être. Il doit y être. Et moi je dis que Hakimi n'a rien à voir dans cette liste. On n'a pas besoin d'être algérien pour voter pour Mahrez. Clairement. Celui qui regarde ces données 3 titres, en profondeur, 14 buts, 15 buts, il choisit automatiquement Mahrez. Passe décisif. 6 ou 7. Même plus, je crois. Ouais, c'est peut-être 10, mais je pense que, comme l'a dit Mounir... J'ai pas le chiffre en tête, mais plus. Ouais, mais c'est un panel. Après, il faut faire des choix. Très bien. Donc, même les stats parlent en faveur de Mahrez. Ça prête à équivoque. Oui. Ça c'est laisse pour ça que je la dis porte que ouverte. La CAF ouvre beaucoup de portes aux spéculations. Et comme ça se déroule au Maroc, il fallait qu'il y ait la meilleure équipe, le Maroc, un joueur du Maroc, le meilleur gardien du Maroc. Je pense qu'au-delà de ça... Donc la fédération a eu raison de ne pas y aller. Voilà. Clairement, mais je pense qu'au-delà du fait de ne pas y aller, aujourd'hui, il faudrait une réelle réflexion de se réinstaller au niveau de la CAF. Ça, c'est un autre débat. Oui, ça, c'est un autre mais débat. c'est là le plus gros de l'équation. Je pense qu'au-delà les membres de de l'exécutif, ils ont une influence sur les votants ? Je pose la question. Je sais pas. À travers ce qu'il vient de dire. On peut pas, c'est-à-dire. C'est pour ça que je dis. La logique a été complètement bafouée. Donc on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a eu une même mise sur la logique du vote, ou est-ce que les votants ont exécuté une tâche. Je vous pose la question, les voix s'achètent ? Pourquoi vous êtes hésitant ? Je ne peux pas répondre sur une question où je ne suis pas maître. Très bien, alors je vous pose la question. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lobbies. Et ces lobbies, ils ne viennent pas à vous. Il faudra aller les chercher et faire un travail sur le terrain. C'est ce qui est sûr. On a été clair, ça prête... ça laisse justement planer le doute sur... Moi, je rejoins Sid Ahmed sur le fait que
la réception finale, c'est-à-dire On a voulu faire plaisir aux pays organisateurs. a été organisée au Maroc, donc on sympathise avec le Maroc, on fait plaisir au Maroc. Très bien. Allez, on va terminer avec l'équipe nationale. Je le disais, 13 janvier débute la compétition. Des blessés, des joueurs qui manquent de temps de jeu. C'est un souci pour l'entraîneur national. Ouais, c'est un casse-tête pour Jamel Belmadi. Après, il y a eu la liste, 57 joueurs élargie. Et la CAF a autorisé 27 joueurs pour la CAN, donc 4 qui iront en tribune. Ça laisse un peu plus de choix à Jamel Belmadi, mais il va falloir faire avec les blessés. Vous l'avez dit, est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on ne les prend pas? On prend juste le cas Ben Nassar. Ben Nassar qui revient petit à petit à la compétition. Il a joué un bout de match cette semaine avec le Milan AC. Est-ce qu'il y a le protocole médical qui a été mis en place par le staff médical du Milan AC et qui exige que Ben Nassar ne joue pas les 3 premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations? Donc c'est pour lui permettre de récupérer à 100% et de ne pas rechuter. Donc là, il y a beaucoup de questions autour des blessés. C'est à Jamel Belmadi de trouver... on n'a pas la date également du début du stage. Ce sera le 25-26. 25-26. 25, je pense. Il y a 25-26 décembre. Il y aura un problème avec les Anglais parce qu'il y a le Boxing Day. Oui. C'est juste déjà, le 25. C'est limite. C'est très limite. C'est limite. Attal qui manque de temps de jeu. Bouhanani qui est blessé. Je ne sais pas s'il va le retenir pour la phase. Boudaoui qui fait des bouts de match. Vraiment, il y a de gros soucis en termes de temps de jeu pour l'entraîneur national. Aït Nouri qui s'est blessé à la cheville. Qui s'est blessé également. Alors, on attendra avec impatience la liste et on verra si... Bon, la liste, vous pensez qu'il y aura... La liste, on l'attend avec impatience. Vous pensez qu'il y aura des surprises sur cette liste? Je pense que Mboulhi va revenir. Oui, moi je vois Mboulhi revenir. Il revient. J'ai même envie de lancer les paris et je vois Mboulhi être titulaire à la CAN. Oui, c'est ça. Vous savez, je pense que ce sera la surprise. Je vais vous donner juste une anecdote parce que Mboulhi, au vu de sa carrière, il mérite tout le respect. Bien sûr. Et il y a eu un problème avec l'entraîneur du CRB qui n'a pas été respectueux envers Laïs Mboulhi. L'ancien entraîneur. L'ancien entraîneur, le Belge. Que lui a dit Mboulhi? Vous verrez, coach, j'irai en Coupe d'Afrique des Nations parce que je vais bosser et je serai titulaire au CRB et j'irai à la Coupe du Monde 2026. Il s'est lancé ce challenge. Coupe du Monde 2026, je ne sais pas, mais, ce qui est sûr, 38 ans. Pas, il aura 38, bientôt 39 ans. Oui, pour un gardien de but, c'est rien. Oui, pour un gardien, après, c'est les performances et les prestations. Mais ce que je veux dire, c'est le mental du joueur. Sûr. C'est pour ça, j'insiste sur son mental. Je le disais, Mamar, à chaque fois qu'il était sans club, il venait en équipe nationale, il était irréprochable, il sortait de grands matchs. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que je lance les paris, que Mboulhi, je le vois bien titulaire à la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez il y avait bien eu la surprise en 2019, c'était Boudaoui. Non, Boudaoui. Et Ben Nassar. Donc, qu'on n'attendait pas dans la liste, Boudaoui. Ah oui, moi je parle de la liste. Ben Nassar qui était titulaire. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait des surprises dans cette liste ou pas? Non. Enfin, le choix certainement a été fait lors des il a son idée, les 2 derniers stages, mais on est encore à 15 jours. 15 jours de la. Oui, mais un mois de la CAN. À 15 jours du début du stage. C'est-à-dire le stage doit commencer avec la liste finale. Oui. Et avant le stage, il doit annoncer la liste. Donc, c'est cette liste qui va participer c'est cette liste de 27 qui va être à la CAN. Qui va être à la CAN. Donc, pour moi, le sélectionneur a déjà fait son choix. Mais peut-être un 2 joueurs près. Il doit attendre les derniers jours parce que dans les 15 derniers jours, il peut y avoir d'autres blessures, il peut y avoir d'autres imprévus. D'autant plus que les championnats ne sont pas à l'arrêt. Oui. Il va y avoir, c'est-à-dire quand le stage va débuter, il y aura tous les championnats qui seront à l'arrêt, sauf le championnat anglais. Quand le stage va débuter? Le 25. Le 25, il y aura le championnat d'Angleterre. Anglais qui jouera toujours. Il y aura le Boxing Day jusqu'en janvier. C'est pas sur une date FIFA, il ne faut pas l'oublier. Donc les clubs, il faut se mettre d'accord avec les clubs. Tout à fait. C'est ça. Et beaucoup de clubs redoutent cette CAN. D'ailleurs, j'ai en mémoire la déclaration de Der Zakarian hier. L'entraîneur de Montpellier. L'entraîneur de Montpellier pour le compte de la 2e journée du championnat de France, qui disait « J'ai beaucoup de joueurs qui ont la tête à la CAN et qu'il faudrait qu'ils se remobilisent avec leur club avant d'aller rejoindre les sélections. » Vous étiez au secrétariat général de la fédération. Avec les clubs, ça se règle bien avant? Pour une date FIFA, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit d'une date FIFA, il n'y a pas de problème parce que la FIFA... Non, sur une date FIFA, on est clair. Quand on est en dehors de la date FIFA,
la FIFA demande toujours aux associations membres de se mettre en contact et de trouver un accord avec les clubs. Et la FIFA reste toujours à la disposition pour une éventuelle intervention pour essayer de régler des litiges dans ce sens. On a eu une fois un problème l'année passée dans ce sens. C'était la date FIFA de juin, je crois, juin 2020. Avec quel joueur? Ça ne vous revient pas? Ça vous échappe. Je ne me rappelle pas. Quel championnat? Championnat français. Championnat français? Ils ne voulaient pas libérer? Ils ont libéré 2 joueurs. Un joueur n'a pas été libéré parce que... C'était pas à Lyon, non? C'était Lyon. C'est Slimani, non? C'était Lyon. C'était pas Slimani. C'était pas Slimani. Je pense que c'était un autre joueur à Lyon. C'était un autre joueur à Lyon. Ouais. C'était le deuxième joueur qui était à Lyon. J'essaie de me rappeler. Et comment vous avez fait? Vous avez demandé l'arbitrage de la... Le club a... C'était pas Awar? Qui? Awar? Non, il n'était pas Awar. Il y avait Belamri. Il y avait Belamri et il y avait Slimani, les 2 joueurs qui étaient à Lyon. Le club a refusé de libérer le joueur. Et par la suite, on a saisi la FIFA. La secrétaire générale de la FIFA à l'époque avait intervenu pour essayer de trouver une solution avec le club, bien sûr, avec la fédération, avec l'association membre du club. Ça va être toute la difficulté aujourd'hui pour régler avec les clubs anglais notamment. Ça s'est fait, rappelons-le, sur la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun où Mahrez avait été laissé à Manchester City. Bon, après, il avait rejoint le groupe. Ce qui est sûr, c'est que... C'est un protocole d'accord qui doit se faire entre la fédération et les clubs. Mais il vaut mieux avoir les meilleures relations possibles avec les clubs parce que c'est une relation qui est sur la durée. C'est pour ça. Donc, il vaut mieux toujours avoir la meilleure relation afin de pouvoir bénéficier des joueurs dans les meilleures conditions. C'est ce qui se passe actuellement avec le Milan AC où il y a de grandes discussions qui sont entamées. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, M. Mounir Béchi. Merci, ça m'a fait plaisir. Vous avez quitté le monde du foot? Parce que vous êtes enseignant, je le rappelle. Oui, vous êtes enseignant? Je suis enseignant-chercheur à l'école. Et là, vous avez pris du recul par rapport au monde du foot? L'école supérieure des sciences technologies du sport. Vous avez pris du recul par rapport au monde du foot? Je me repose pour l'instant. Je me repose. J'essaie de reprendre une activité? De profiter un peu de mes jours de repos, de reprendre un peu l'enseignement. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. 2 ans à la fédération, c'est pesant. Ah oui, mais ça laisse des séquelles. Ça laisse des traces. Merci Sid Ahmed, merci à vous de nous avoir suivis. On remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.